Imaginons l'expérience assez classique d'une balade dans les allées d'un grand supermarché moderne. L'éclairage est vraiment savamment étudié pour mettre en valeur des emballages magnifiques. C'est une vraie mise en scène, en fait. Exactement. On déambule au milieu d'étiquettes, aux couleurs super chatoyantes qui promettent des saveurs authentiques, des recettes traditionnelles et surtout un lien direct et très rassurant avec la nature et le terroir. Avec ces fameuses polices de caractère un peu rustiques. Voilà, on y voit des illustrations de fermes bucoliques ou des photos d'agriculteurs souriants. Et absolument tout dans cet environnement est conçu, pensé et testé pour inspirer confiance et déclencher l'acte d'achat. C'est redoutable d'efficacité. Ça l'est. On glisse ces produits dans le caddie avec la conviction intime de faire des choix sains, nutritifs et responsables. Mais la question qui s'impose quand on gratte un peu ce vernis marketing, c'est de savoir ce qui se cache réellement derrière la composition de ces produits si familiers. Et c'est le cœur de notre exploration aujourd'hui. Et la réalité que nous allons aborder est, disons, particulièrement complexe et par bien des aspects assez déconcertante. Le matériel sur lequel nous nous penchons pour cette discussion n'est pas une simple enquête journalistique extérieure. Non, c'est de l'intérieur. C'est ça. C'est le témoignage direct d'un ingénieur et dirigeant de haut niveau. Un homme qui a passé plus de 20 ans au cœur même de la machine agroalimentaire mondiale, donc il ne s'agit pas du tout de rumeurs ou de théories complotistes. On parle de faits industriels. Absolument. C'est le fonctionnement quotidien, légal et systémique d'une industrie colossale. C'est une plongée chirurgicale dans les coulisses de nos assiettes, là où se décident véritablement les recettes, les achats d'ingrédients à l'échelle mondiale et les stratégies pour maximiser les profits. Et cette discussion s'adresse d'ailleurs à quiconque s'intéresse déjà un minimum à son alimentation et souhaite aller au-delà des discours officiels. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est d'offrir une compréhension structurelle de ce système. Il ne s'agit pas de distribuer des bons ou des mauvais points. Ni de faire du catastrophisme stérile. Voilà. Le but est de s'armer d'une connaissance technique précise pour ne plus être une cible passive face aux stratégies de l'industrie. Ce qui nous amène directement à la problématique centrale de ce travail. Comment le consommateur peut-il naviguer dans un environnement où l'industrie agroalimentaire entière est légalement, financièrement et structurellement formatée pour privilégier la rentabilité au détriment de la transparence nutritionnelle? C'est la grande question. L'auteur le démontre de manière implacable, la boussole de ces multinationales n'est jamais la santé publique. Leur unique métrique de succès, c'est le compte de résultat, la marge opérationnelle et bien sûr la conquête de parts de marché. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Commençons par l'une des illusions les plus tenaces, le mythe du terroir et des appellations. On achète souvent des produits en pensant soutenir une région spécifique. Et le livre mentionne une faille juridique concernant les fameux escargots de Bourgogne qui détruit complètement cette illusion. Qu'est-ce que l'auteur a concrètement observé sur le terrain à ce sujet ? L'anecdote est vraiment révélatrice des pratiques d'approvisionnement mondialisées. L'auteur décrit une inspection qu'il a menée dans une usine partenaire située en Turquie, en plein été, sous une chaleur écrasante. Le genre de conditions où on imagine mal des escargots frais. En effet, en arrivant dans la cour de cette usine, il découvre des monticules de coquilles d'escargots vides, des tas hauts de plusieurs mètres, noircis par des fluides organiques résiduels. Et le processus de nettoyage initial ne se faisait pas dans des cuves stériles, mais à l'air libre. Ah ouais. Des essaims massifs de mouches et d'asticots se chargeaient de consommer les restes organiques à l'intérieur des coquilles. C'est un nettoyage biologique, on va dire. On peut dire ça. Ensuite, ces coquilles séchées au soleil, avant de subir un simple bain industriel de soude caustique pour être blanchies et désinfectées. De la soude caustique. Oui, juste pour tout décaper. Et ces mêmes coquilles étaient ensuite expédiées vers des usines européennes pour être remplies mécaniquement avec de la chair d'escargot importée de Lituanie, de Russie ou d'Asie, puis scellée avec un beurre persillé industriel. C'est fou. Mais comment est-ce légalement possible d'apposer la mention Bourgogne sur un produit qui a fait le tour de l'Europe de l'Est et du Moyen-Orient ? Il n'y a pas de protection sur ce type de nom. C'est là qu'intervient l'ingénierie juridique de l'industrie. La réglementation distingue les indications géographiques protégées des simples désignations d'espèces. Dans ce cas précis, escargot de Bourgogne est juridiquement considéré comme le nom vernaculaire de l'espèce Helix pomatia. Donc c'est juste le nom de la race de l'escargot. Exactement. Ce n'est pas une garantie de provenance. Donc, tant que vous achetez cette espèce spécifique, peu importe qu'elle ait grandi dans une forêt lituanienne, vous avez le droit d'utiliser l'appellation. Et on retrouve exactement la même mécanique avec les cèpes de Bordeaux qui viennent massivement des forêts chinoises. Oui, c'est classique.
ou les herbes de Provence, dont le thym est importé d'Albanie, et le romarin du Maghreb. En fait, le consommateur achète une image d'Épinal et l'industriel lui vend une nomenclature botanique. Et j'imagine que l'industrie utilise d'autres leviers juridiques pour brouiller les pistes. On voit fleurir partout les mentions du genre transformé en France ou élaboré dans nos ateliers. Comment ça fonctionne réellement face aux douanes et aux services de répression des fraudes? Le label transformé en France est probablement l'écran de fumée légal le plus redoutable et le plus utilisé aujourd'hui. Le code douanier permet de conférer l'origine française à un produit si celui-ci a subi ce qu'on appelle sa dernière transformation substantielle sur le territoire. Et j'imagine que substantiel est un terme très vague. Très vague, l'auteur explique que cette définition était tirée à l'extrême. Par exemple, faire venir des champignons asiatiques congelés dans des containers de 1000 kilos, puis simplement les décongeler, procéder à un tri visuel sur un tapis roulant en France et les reconditionner dans de petites boîtes de conserve destinées au supermarché. C'est considéré comme une transformation substantielle, hein. Ah oui, cette simple manipulation logistique permet de naturaliser les ingrédients bas de gamme et d'afficher un beau drapeau tricolore sur l'emballage. L'origine réelle disparaît purement et simplement derrière le vernis de cette fameuse transformation locale. Si l'on s'intéresse maintenant à la mécanique pure de la rentabilité, on connaît tous le concept de shrinkflation. On sait que les marques réduisent la taille des paquets de biscuits ou de céréales pour masquer l'inflation. Je pense aux biscuits Prince qui sont passés discrètement de 330 à 300 grammes. Mais le témoignage de l'auteur va beaucoup plus loin en montrant que ça se joue aussi de manière invisible dans le commerce interentreprises. L'histoire des dosettes de moutarde pour la restauration rapide est particulièrement éclairante sur ce point. Si l'on relie cela à une vision plus globale, la réduction des portions dans le B2B obéit à une logique mathématique impitoyable. L'auteur raconte comment son entreprise devait répondre à un appel d'offres gigantesque pour fournir les dosettes de moutarde d'une grande chaîne de fast-food. Le genre de contrat qui fait tourner une usine entière. C'est ça. La concurrence avec un industriel belge était féroce et se jouait au centième de centime par unité. Pour remporter le marché sans sacrifier la rentabilité de l'usine, la stratégie n'a pas été de changer la recette de la moutarde, mais de modifier discrètement les machines de conditionnement pour réduire le poids de chaque dosette de 5 grammes à 4 grammes. 1 gramme de différence, c'est totalement imperceptible pour le client final qui trempe ses frites. C'est complètement imperceptible. Mais à l'échelle de dizaines de millions de dosettes produites chaque mois, ce gramme d'économie sur la matière première, sur l'emballage plastique et sur les coûts de transport logistique, ça génère immédiatement une marge nette spectaculaire. Ce qui leur a permis de baisser leur prix global. Exactement. C'est ce qui a permis de proposer un prix d'achat inférieur et de remporter le contrat. La shrinkflation n'est pas qu'une astuce face au grand public. C'est un outil structurel de survie dans les appels d'offres industriels. Cependant, on ne peut pas réduire indéfiniment la taille d'un produit. À un moment donné, la dosette de moutarde ne peut pas faire 0 gramme. Et c'est là que l'industrie déploie une autre stratégie bien plus complexe sur le plan chimique, la dilution. Et on parle notamment d'injecter de l'eau, l'ingrédient le moins cher disponible, dans des produits solides. Mais comment ils font technologiquement pour qu'un blanc de poulet gonflé à 30% d'eau ne se transforme pas en une flaque informe dans la poêle? C'est ici que l'ingénierie agroalimentaire dévoile toute sa puissance. Si on injecte simplement de l'eau dans de la viande, elle va effectivement dégorger à la première cuisson. Pour retenir cette eau, l'industrie fait massivement appel à la rhéologie, la science de la déformation et de l'écoulement de la matière. Ça sonne très chimique tout ça. Salé. On utilise des agents de texture très puissants comme la gomme xanthane, les carragénènes ou des amidons modifiés. Concrètement, ces poudres chimiques sont mélangées à l'eau injectée. Et à la cuisson, il se passe quoi ça? Lors de la cuisson, ces amidons vont créer des liaisons protéiques artificielles. Ils vont former un réseau tridimensionnel, une sorte d'éponge microscopique à l'intérieur de la fibre musculaire de la viande. Et c'est ça qui va emprisonner les molécules d'eau et les empêcher de s'évaporer. En gros, le consommateur paye le prix de la viande pour une structure chimique conçue pour retenir de l'eau. C'est de la haute technologie appliquée à la tromperie sur la marchandise. Et ça va jusqu'au goût lui-même. Le livre mentionne la fumée liquide. C'est quand même incroyable. Ouais, fumer traditionnellement du saumon ou la charcuterie demande du bois spécifique, des installations coûteuses et surtout du temps, ce qui immobilise la trésorerie. L'industrie contourne ce problème en vaporisant simplement un composé chimique appelé arôme de fumée ou fumée liquide directement sur le produit, sur les chaînes de montage. Comme un parfum. C'est exactement ça. On recrée l'illusion sensorielle d'un processus long et traditionnel en quelques secondes de vaporisation industrielle.
Tout cela demande une gestion des matières premières extrêmement tendue. Et quand les chaînes d'approvisionnement sont aussi mondialisées, les choses dérapent inévitablement. Il y a un passage particulièrement marquant dans le livre concernant un lot de piment indien importé. L'auteur découvre que le conteneur de 100 tonnes de brisures de piment est lourdement infesté de déjections de rongeurs. C'est une histoire assez choquante. La logique voudrait qu'on détruise immédiatement ce danger sanitaire. Mais la direction de l'usine ordonne de le conserver et de le traiter. Oui, le récit de cet incident illustre parfaitement le cynisme financier du système. Jeter 100 tonnes de matières premières, ça représentait une perte sèche inacceptable pour la direction. L'ordre a donc été donné de ne plus utiliser le terme excrément, mais de les reclassifier sous le terme générique et moins alarmant de matières étrangères. Et comment ils s'en sont servis? La solution technique a consisté à broyer très finement ce lot contaminé et à le mélanger progressivement avec d'autres lots de piments sains. L'objectif de cette dilution mathématique était de faire redescendre le taux de ces fameuses matières étrangères en dessous de la barre des 0,5%. Mais attendez, je veux m'arrêter là-dessus. Comment est-il possible qu'il y ait une barre de tolérance légale pour des déjections de rats? Calculé. Comment les agences de sécurité sanitaire peuvent-elles justifier l'autorisation d'un moindre pourcentage de matière fécale dans la chaîne alimentaire humaine, même si c'est fortement dilué? C'est une excellente question qui touche vraiment au cœur du lobbying industriel. Les instances réglementaires, souvent sous la pression des grands groupes, établissent des normes basées sur la faisabilité industrielle autant que sur la santé. Donc ils s'adaptent à la machine plutôt qu'à la santé? L'argument de l'industrie est de dire qu'à l'échelle des volumes mondiaux et des méthodes de récolte en plein champ dans les pays en développement, le risque zéro de contamination croisée est technologiquement et économiquement inatteignable. Je vois. On fixe donc des seuils de tolérance censés ne pas présenter de danger toxique aigu, souvent après stérilisation ou ionisation des épices. C'est vraiment la culture du coupable mais pas responsable. Ce qui veut dire que tant qu'on respecte ce chiffre de 0,5%, on est couvert juridiquement. Totalement. Dans cette industrie, le bulletin d'analyse de laboratoire est le bouclier absolu. C'est l'alpha et l'oméga de la responsabilité. Si le laboratoire certifie que le taux d'humidité, le taux de protéines ou la charge bactériologique entrent dans les paramètres de la norme légale, la réalité physique ou gustative du produit n'a plus aucune importance. Personne ne se risquera à contester un papier conforme. Et c'est d'ailleurs ce même aveuglement bureaucratique qui explique l'ampleur phénoménale du scandale de la viande de cheval il y a quelques années. Comment un tel volume de viande a-t-il pu passer sous les radars de tous les industriels européens pendant des mois? Le mécanisme est identique. La fraude a pu prospérer grâce à une chaîne d'approvisionnement volontairement morcelée entre des courtiers hollandais, des abattoirs roumains et des usines françaises, utilisant des codes douaniers d'une opacité totale. Mais la vraie faille, c'est l'analyse de laboratoire. Le fameux papier conforme. Voilà. Quand une usine de plats préparés recevait des blocs de viande surgelés, elle effectuait des tests de routine pour vérifier le taux de protéines, de collagène et de matières grasses, afin de s'assurer que le minerai correspondait au cahier des charges d'un bœuf industriel bas de gamme. Or, la viande de cheval utilisée correspondait mathématiquement à ces ratios. Donc sur le papier, c'était du bœuf. Le profil protéique sur le papier était correct. Dès lors, aucun industriel n'a voulu dépenser des sommes importantes pour exiger des tests ADN coûteux. Le papier disait « conforme », le système a fermé les yeux, car ça arrangeait économiquement tout le monde. La responsabilité s'est totalement diluée dans la paperasse. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Une fois que ces produits, souvent dégradés, dilués ou issus de compromis sanitaires, sortent de l'usine, il faut réussir à les vendre à des consommateurs de plus en plus méfiants. C'est là qu'interviennent les départements marketing. Le livre dresse un portrait fascinant du directeur marketing de l'entreprise, un certain Julien. Il explique très clairement que la réalité physique du produit est secondaire. Seule compte l'idée que s'en fait l'acheteur. La stratégie décrite par ce directeur marketing s'appuie sur une exploitation méthodique de nos biais cognitifs. L'exemple qu'il donne dans le livre est particulièrement cynique, la commercialisation de sucettes pour enfants. Ces confiseries sont composées quasi exclusivement de sirop de glucose, d'arômes de synthèse et de colorants. Nutritionnellement parlant, c'est une aberration. Complètement. Mais la stratégie marketing a consisté à imprimer en lettres majuscules sur la face avant du paquet 0% de matière grasse. Ce qui est factuellement irréprochable. Il n'y a pas 1 gramme de lipides dans du sucre pur. C'est factuel, mais c'est une manipulation de l'attention. En créant ce qu'on appelle un halo santé autour d'une mention véridique mais non pertinente, on détourne l'attention du cerveau humain du véritable problème, qui est la charge glycémique explosive du produit. Le marketing agit comme un prestidigitateur. Il attire le regard sur la main droite pour masquer ce que fait la main gauche.
Et si des industriels déploient de tels trésors d'ingéniosité pour maquiller la qualité de leurs produits, c'est aussi parce qu'ils sont eux-mêmes sous la pression colossale d'un acteur encore plus puissant, la grande distribution. Les supermarchés ont l'image de défenseurs du pouvoir d'achat, mais la réalité des négociations commerciales entre industriels et distributeurs ressemble plus à une guerre de tranchées. C'est un aspect fondamental pour comprendre la dégradation de notre alimentation. Les supermarchés exercent une domination absolue sur l'accès aux consommateurs. Pour qu'un industriel puisse placer son produit en rayon, il doit se soumettre au système complexe des marges arrière. Comment ça marche concrètement exactement? Le supermarché ne se contente pas d'acheter un produit pour le revendre avec une marge, il facture à l'industriel une multitude de services obligatoires. Des frais de référencement au niveau national, des participations financières obligatoires pour figurer dans les catalogues promotionnels de la semaine, ou encore des taxes pour avoir le droit de placer le produit en tête de gondole. C'est un système de rétrocommission légale qui asphyxie littéralement la trésorerie des usines. Exactement. Et face à cette pression financière constante, l'industriel n'a souvent d'autre choix pour faire tourner ses chaînes de production que d'accepter de fabriquer des marques de distributeurs, les fameuses MDD. Les marques propres du supermarché? C'est ça. Le supermarché exige de l'usine qu'elle produise une copie d'un grand produit de marque, avec un emballage reprenant les mêmes codes couleurs, pour induire une confusion visuelle en rayon. Mais le prix de rachat imposé par le distributeur est si bas que l'industriel est forcé de procéder à une rétro-ingénierie agressive de la recette. Il doit dégrader son propre produit? Voilà, on remplace le beurre par des huiles végétales hydrogénées, on augmente le ratio d'eau et de texturants, on substitue les vrais fruits par des purées concentrées. La qualité est sacrifiée sur l'autel de la guerre des prix entre les enseignes de grande distribution. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond si l'on rassemble toutes ces pièces du puzzle entre l'ingénierie chimique de la dilution, la fraude documentaire sur les origines et la pression suffocante de la grande distribution sur la qualité des ingrédients? Comment quiconque écoute cette discussion peut-il concrètement faire ses choix dans les rayons? Les étiquettes mentent par omission, les origines sont maquillées. Quels sont les principes d'autodéfense que l'on peut tirer de cet ouvrage? L'ouvrage offre en creux plusieurs clés de lecture très pragmatiques pour le consommateur. Le premier principe, dicté par la simple rationalité économique, concerne les produits dits premier prix. L'équation est incontournable dans une chaîne d'approvisionnement mondiale ultra optimisée. La qualité, la sécurité sanitaire et l'intégrité des ingrédients ont un coût plancher incompressible. Le pas cher cache toujours quelque chose. Toujours. Si un produit fini est proposé à un prix qui défie toute logique économique par rapport au coût de ses matières premières agricoles, il faut en déduire que des compromis massifs ont été faits. Qu'il s'agisse de dilution à l'eau, d'utilisation de minerais de viande de rebut ou de travail dissimulé dans les pays producteurs. Acheter anormalement bas, c'est s'exposer volontairement à la fraude. C'est la loi de l'offre et de la demande. Poussée à son paroxysme, on finit toujours par payer la différence d'une manière ou d'une autre. Et que nous dit l'auteur sur la forme sous laquelle nous achetons nos aliments? Il insiste lourdement sur la nécessité de privilégier les matrices alimentaires entières plutôt que les produits broyés en poudre ou transformés en purée. La matrice alimentaire? Oui, la structure d'origine du produit. La logique visuelle est imparable. Quand vous achetez un filet de poisson entier ou une pomme, l'altération, la putréfaction ou les défauts majeurs sont détectables à l'œil nu. Mais dès que le produit est taché ou réduit en poudre, cette capacité d'inspection disparaît, ouvrant la porte à toutes les adultérations. Comme pour les épices. Le cas des épices moulues est symptomatique. Le safran, en raison de son prix exorbitant au kilo, est l'une des denrées les plus fraudées au monde. Lorsqu'il est vendu en poudre, les analyses révèlent fréquemment qu'il est coupé avec de la poudre de brique, de la poussière colorée au plomb ou des fibres végétales teintes. Une fois la matrice détruite, le consommateur navigue à l'aveugle. Et concernant le contenant lui-même, on a beaucoup parlé du contenu, mais l'emballage joue-t-il un rôle au-delà du simple marketing? L'emballage est crucial d'un point de vue toxicologique. L'analyse des processus de conservation industrielle montre qu'il faut privilégier massivement les contenants en verre. Les emballages plastiques, sous l'effet de la chaleur lors du transport ou du stockage, relâchent des microplastiques et des additifs chimiques qui migrent directement dans les corps gras du produit. Et les boîtes de conserve? C'est pareil. La quasi-totalité des boîtes de conserve métalliques industrielles sont tapissées de vernis intérieur en résine époxy qui peuvent libérer des perturbateurs endocriniens dans la nourriture au fil des mois de stockage. Le verre reste sur le plan de la chimie des matériaux l'option la plus inerte et la plus sûre. C'est bon à savoir. Et le dernier conseil pratique, c'est de développer une cécité volontaire face à l'avant de l'emballage. Les promesses de tradition ne valent rien.
La seule information qui engage légalement la responsabilité de l'entreprise se trouve au dos, en petits caractères, la liste des ingrédients. Plus elle est longue, plus elle contient de termes évoquant un laboratoire de chimie plutôt qu'une cuisine, plus il est urgent de reposer le produit. Pour synthétiser un peu la vision globale de cet ouvrage, il faut accepter que l'industrie agroalimentaire est un système amoral. C'est exactement le terme. Elle n'est ni intrinsèquement diabolique, ni bienveillante. Elle est programmée pour générer du rendement financier à partir de biomasse. Cependant, le corollaire de cette réalité, c'est que l'industrie est d'une flexibilité absolue face à la demande. Elle s'adapte en temps réel à ce qui passe en caisse. En ce sens, l'acte d'achat n'est pas qu'une transaction, c'est un vote économique direct. Si les lignes de produits ultra transformés subissent une chute des ventes prolongée, les chaînes de production seront réorientées. C'est un rappel essentiel. La compréhension des mécanismes de la shrinkflation aux liaisons protéiques des amidons, en passant par les failles juridiques de l'étiquetage, nous permet de reprendre la main. La connaissance de ces rouages industriels est littéralement notre seule ligne de défense face à la sophistication du marketing et des algorithmes de vente. Et cette réalité systémique nous amène à une réflexion plus profonde, un peu provocatrice, à laisser germer dans les esprits. Nous avons longuement détaillé comment l'industrie fraude et altère les produits issus de l'agriculture en masquant la réalité. Mais si nous sommes littéralement ce que nous mangeons, et que l'industrie a prouvé son incapacité totale à s'autoréguler, Où est la solution ? eh bien, la véritable rébellion moderne ne serait-elle pas simplement de tourner le dos à cette complexité technologique et de réapprendre à cuisiner des produits bruts ? De redevenir souverain sur notre propre métabolisme en refusant de déléguer notre alimentation à des laboratoires financiers. C'est une réflexion très puissante pour clôturer, interroger non seulement d'où vient notre nourriture, mais l'acte même de la préparer. Ce fut une analyse extrêmement dense et révélatrice aujourd'hui. Merci à quiconque a suivi cette plongée dans les coulisses de ce que nous consommons au quotidien. À très bientôt pour une nouvelle exploration de ces systèmes qui façonnent notre monde.